Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue dans le grand débat, je suis très heureux de vous retrouver après un petit moment d'absence. Eh bien, nous tenons à remercier Nati Lokole d'avoir pris soin, bien sûr, de vous offrir les échanges riches en colère. Et surtout, bienvenue à vous dans le grand débat. C'est l'espace où les idées s'entrechoquent, où les convictions s'exposent et où l'actualité prend tout son sens. Ici, nous aurons un plaisir de peindre l'actualité et surtout, on y reviendra en ce qui concerne la signature de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais bien avant d'entrer dans le vif de notre échange de ce jour, comme il est de coutume, on prendra d'abord les articles en ligne, question de nous donner le temps et bien y revenir et pour introduire nos invités du jour avec qui nous allons devoir ouvrir le débat de ce matin. Les articles en premier, c'est tout de suite. On commence l'actualité en s'y rend dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans les Massissi, on en parle. Eh bien, OCHA déplore la restriction de l'accès humanitaire déjà fragile sur l'axe Massissi-Niabiondo suite au combat dans plusieurs villages. Eh bien, on en parle ce matin. Eh bien, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo continue de se détériorer selon le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Les affrontements entre groupes armés se sont poursuivis dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu, selon son rapport couvrant la période du 1er juin au 30 juin 2025, en date du 10 juin. Des combats sur l'axe Massissi-Centre-Nabiondo ont fait plusieurs centaines de nouveaux déplacés. Le trafic routier a été également coupé sur cette route vitale de la zone de santé de Massissi. On reste dans l'actualité, on change de registre parlant éducation. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, de centaines d'écoles fermées au cours de l'année scolaire 2024-2025 suite à l'activisme de l'AFC M23 et des ZDF. On en parle aussi ce matin. Eh bien, l'année scolaire 2024-2025 s'est clôturée dans un climat de crise aiguë dans plusieurs localités du territoire de Massissi, province du Nord Kivu, en raison de l'intensification de combats entre le rebelle de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise, appuyée par de groupes armés locaux. Des milliers d'élèves n'ont pas pu achever leurs années scolaires et des défenseurs de droits humains évoquent une année presque blanche pour de nombreuses zones touchées par les violences. On va changer de registre. Parlons-en ce matin. Oxfam réduit son aide humanitaire après la suppression de l'USAID et alerte sur la mort d'un plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH sous cure à cause de la carence des médicaments. Parlons-en, eh bien, le directeur pays d'Oxfam en RDC, Maneji Mangundu, a fait état de lieu le mardi 15 juillet des activités de son organisation dans les provinces en proie à la crise humanitaire, notamment en ce qui concerne les difficultés d'intervention après la décision de l'administration américaine de couper les financements de l'USAID qui s'élevait à plus de 70%, conséquence directe d'après Maneji. Il y a baisse du nombre 750 000 de bénéficiaires de l'aide d'Oxfam durant l'année en cours. L'arrêt de l'assistance à plus de 6 millions de personnes et les décès de plus de 80% de celles qui étaient sous cure du VIH-Sida en raison de la carence de médicaments. On parle toujours santé ce matin. Choléra en RDC, 2085 cas notifiés, 95 décès, dont 3 prestataires de soins enregistrés. Situation du 14 juillet. Eh bien, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale alerte sur la flambée de cas de l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo. Selon les statistiques, 2085 cas ont été notifiés au cours de la semaine 27 de l'année 2025 contre 1757 de la SE 26, soit une augmentation de près de 19%. 95 décès rapportés au cours de la semaine et 83 échantillons de sels prélevés et analysés, dont 35 positifs. Taux de positivité 42%. Eh bien, à Kinshasa, le ministère de la Santé alerte sur le décès de 3 prestataires de soins ainsi que 16 cas de décès d'enfants à la suite des atteintes neurologiques provenant de l'orphelinat Mamakoukou, pavillon La Casa.
Et voilà, après les articles, place à nos amicaux débatteurs de ce matin. Eh bien, il est question d'y revenir sur la signature d'un accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est un pas vers l'apaisement dans une région meurtrie par des décennies de tensions, des méfiances et des violences. Quels sont le contour réel de cet accord? Quelle garantie pour la paix durable à l'est du Congo? Que cache ou révèle la médiation américaine et surtout que pense la jeunesse politique congolaise de ce tournant diplomatique? Et bien pour en parler, j'ai un plaisir de recevoir deux jeunes figures engagées de la scène politique congolaise. En premier, j'introduis ici Joseph Edeba, qui est cadre du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, à qui je dis bonjour. Bonjour Nathan Bilary, bonjour à tous les téléspectateurs de votre émission. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici encore une fois. Après un moment, c'est toujours un réel plaisir de rencontrer mon frère Nathanaël Onogomba, que je salue en même temps au passage. Je pense que nous aurons un très bon moment d'échange pour éclairer les lanternes des Congolais sur cet accord scabreux. Absolument. Cet accord immonde, cet accord qui ne bénéficie pas aux Congolais, mais qui par contre expose et internationalise les ressources naturelles. Selon la philosophie, vous savez, de Nicolas Sarkozy, qui est passé ici à Kinshasa, il a dit que si le Congo veut vivre en paix, il doit commencer par partager ses ressources naturelles avec les pays voisins. Très bien. Nous sommes dans cette logique où le président de la République est en train d'accomplir la vision occidentale. Très bien. Qui voudrait assez que nos richesses soient aujourd'hui internationalisées et vendues au prix Mangondo, comme on dit chez nous en Lingala. Et donc ça, c'est déjà en violation de la Constitution en plusieurs articles, mais aussi c'est en violation avec nos us et coutumes. Et ça, c'est une manière de vendre notre nation. Nous allons débattre avec mon frère. Absolument. Vous l'avez déjà introduit d'ailleurs. Nathanaël Onogomba, eh bien, vous êtes porte-parole du parti Piste pour l'émergence, ce parti cher au candidat à la présidence de toutes dernières élections d'ailleurs. Seth Kikouni, vous êtes une voix montante du progressisme congolais. Bonjour, merci d'être de Nathanaël. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Bilary. Je vous salue. Ça faisait aussi longtemps que j'étais sur ces plateaux, en tout cas. J'imaginais même, je me suis dit, est-ce que monsieur Jonathan Bilary a été repêché à l'Union sacrée? Malheureusement, il est journaliste. Les journalistes ne font pas la politique active, mais ils conseillent le politique à bien agir. Alors, je pense que le débat serait républicain. Nous allons parler autour des idées parce qu'il s'agit de notre nation et nous ferons tout pour que notre nation soit forte et puissante au sein de l'Afrique. Eh bien, nous vous accueillons en direct ici sur Digital Congo Télévision pour ceux qui nous prennent en cours. Bienvenue dans le grand débat. Et retenez qu'au cours, bien sûr, de nos échanges, il est important d'apporter la lumière parce que normalement, il faudrait se le dire, que la paix ne se décrète pas, elle se construit. Et d'ailleurs, ici, dans le grand débat, nous posons des vraies questions. Eh bien, tout à l'heure, il y aura, comme on le voit d'ailleurs, c'est le numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans, qui vous donne la possibilité d'interagir avec nous et de laisser des questions, soit encore de rajouts sur nos échanges. Eh bien, depuis plus de 2 décennies, à l'est de la République démocratique du Congo, qui est en proie en conflits armés, avec comme acteur récurrent et controversé le Rwanda, accusé à plusieurs reprises de soutenir le groupe rebelle comme le M23. L'administration américaine, préoccupée par l'instabilité régionale, a facilité la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, débouchant sur un accord de paix signé récemment aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, l'objectif de ce débat d'aujourd'hui est d'évaluer la portée réelle de l'accord diplomatique, sécuritaire, politique, questionner la sincérité des engagements pris par les deux parties, examiner les conséquences pour la souveraineté nationale et les attentes de la population congolaise et surtout offrir la parole à la jeunesse politique sur une question de souveraineté, de survie. Eh bien, Joseph Edeba, c'est à vous que je m'adresserai en premier. La première question, je vous la pose aujourd'hui. Quelle est la lecture de votre parti sur cet accord? Est-ce une victoire diplomatique ou une mise en scène internationale? Alors, ce n'est pas une victoire diplomatique comme les gens voudraient bien entendre, parce que nous avons vu le Congolais non averti, festoyer, comme quoi on avait signé un accord qui délibérerait la RDC de toute agression qui, n'est-ce pas, ferait à ce que la guerre finisse à l'est du pays. Jonathan Bilary, les accords ne garantissent pas une paix durable. Très longtemps, Napoléon Bonaparte disait qu'une paix doit être essentiellement victorieuse. C'est-à-dire que pour avoir une paix,
et pour associer avec la pensée de l'officier prussien Clausewitz, qu'il faut se préparer à la guerre. C'est-à-dire qu'il faut monter une armée, une force armée, une force militaire, capable à, n'est-ce pas, sécuriser son peuple, mais aussi à défendre le territoire national. Mais si nous allons encore très loin dans la logique de la Convention de Montevideo 1933, il est dit qu'un État disparaît par déliquescence dès lors qu'il ne sait pas protéger l'ensemble de son territoire. Nous sommes dans cette situation où les dirigeants politiques échouent à protéger les Congolais. Nous sommes dans cette situation où les dirigeants politiques ne savent pas répondre aux désidératas de la population relative à la protection des civils et de leurs biens. Et cependant, cette réalité nous pousse à aller dans une situation de rébellion où il y a une crise qui est stabilisée à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour penser solution, les dirigeants de Kinshasa pensent qu'il faut aller à la recherche de solutions diplomatiques, alors que déjà ça ne fait pas long fait. En plus, ils vont à la recherche d'un pays, de la médiation d'un pays qui a toujours eu la même mise derrière ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous connaissons fort bien que le Rwanda est les bras séculiers de la CIA. La CIA, c'est les États-Unis. Comme hier avec Mobutu, le Rwanda aujourd'hui impose les règles des États-Unis en Afrique et en Afrique centrale précisément. Mais nous allons vers les États-Unis pour rechercher la solution. Nous avons proposé aux États-Unis de nous protéger, parce que l'État a failli à sa responsabilité, et en échange, nous puissions lui donner des minéraux. Ça, c'est d'ailleurs, selon la philosophie de ceux qui nous gouvernent. En retour, qu'est-ce que les États-Unis nous proposent? Ils nous proposent une médiation, non pas avec lui sur le programme de nous sécuriser, mais avec le Rwanda qui est en conflit avec nous, qui tue chez nous, qui meurtrit chez nous, qui pille les minéraux, mais en même temps qui viole les femmes depuis des années. Alors, les États-Unis nous proposant cette histoire, on a été surpris que les autorités politiques de notre pays ne puissent pas être prudents pour dénicher déjà l'embûche, pour dénicher déjà les pièges. C'est qu'on était en train de vouloir nous faire signer cet accord, ce qui est signé aujourd'hui, un accord qui viole d'abord, premièrement, la constitution de notre pays. En son article 213, il faut vous rappeler que le président de la République a mandat de ratifier les accords internationaux et traités. Mais s'agissant des questions de souveraineté, s'agissant des questions de la sécurité et tout autre accord ou traité international qui aura trait à la souveraineté de notre pays, il doit le faire passer au devant de l'Assemblée nationale qui est la représentation du peuple. Donc pour dire que cet accord, la signature n'applique pas directement la République démocratique du Congo, s'il faudrait suivre cette logique. Exactement, cette logique vient éclaircir que cet accord ne concerne que ceux qui l'ont signé avec le Rwanda. Parce que les Congolais ne sont ni engagés de près ou de loin dans cette signature d'accord. Normalement, il faut les procédures. Ce n'est pas passé devant au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat pour la réélection. Tout à fait. On nous dira que non, le gouvernement a qualité de ratifier les accords non soumis à ratification. Mais c'est exact. Le gouvernement peut signer avec M. Bilari, qui est un sujet éthiopien, un accord de la production de bus Transco. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il en informe au Parlement qui est la représentation du peuple. Le gouvernement peut signer avec la Turquie les projets de construction de logements sociaux. Ça, c'est quelque chose qui n'engage pas notre souveraineté. Donc, à vous suivre, à vous entendre parler, donc c'est pour dire que celui peut-être qui viendra après Félix Tshisekedi en 2028 peut botter en touche cet accord de paix. Mais nous votons déjà en touche cet accord qui ne concerne pas les Congolais aujourd'hui. Nous ne sommes pas responsables de cette hérésie. C'est une aberration de constater que nous avons vendu et internationalisé nos minéraux au travers de cet accord. En plus de cela, nous avons libéralement signé le fait que le Rwandais qui nous ont agressés depuis belle lurette puisse devenir notre sécurité. Parce que désormais, il y a un accord, sur le même accord, il y a un point qui démontre à suffisance comment on va co-gérer l'espace aujourd'hui sous tension. Comment on va co-sécuriser le périmètre de là où il y a la rébellion aujourd'hui avec le Rwanda. Et ça, c'est quelque chose qui ne passera pas auprès de l'opinion publique, qui ne veut même pas entendre ce qui est une collaboration dans le sens de la co-gestion de nos ressources naturelles avec le Rwanda. Et cela viole encore une fois l'article 56 de la Constitution et l'article 58 qui voudrait que les richesses naturelles doivent être régulièrement et normalement, équitablement partagées à la population de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de voir aujourd'hui le Rwanda signer un accord qui, n'est-ce pas, lui permet d'extraire nos minéraux, d'aller les traiter au Rwanda et les vendre au Rwanda. Qu'est-ce que ça crée?
ça crée un flux d'opportunités au Rwanda, mais non pas à la RDC. Parce que désormais, les investisseurs devront passer par le Rwanda pour attendre à ce qu'ils puissent racheter des produits qui sont exploités. Très bien. En République démocratique du Congo. Et ça, c'est la volonté manifeste aujourd'hui de vendre la République démocratique du Congo. Mais aussi, la réalité, c'est que l'État a failli à sa mission et c'est plus de 6 mois aujourd'hui que le Goma est tombé. Nous avons des frères qui y vivent, mais comment ils y vivent? Ils y vivent sous une administration parallèle qui n'a rien à voir avec la Kinshasa. Mais ce qui voudrait dire que le fait que l'État ne soit pas à mesure de récupérer Goma par force, même sur le plan diplomatique, c'est que nous avons laissé Goma aller loin dans la logique de la balkanisation. Aujourd'hui, le Rwanda annexe presque le Rwanda, le Nord et Sud Kivu, mais sans officiellement avoir l'autorisation. Mais tout ce qui reste, tout ce que vous voyez, ce n'est que la recherche de légitimer les actes qui sont posés parce qu'aujourd'hui, l'État est incapable de contrôler cette partie orientale du pays. Et ça, c'est une déception énorme pour le gouvernant qui dirige aujourd'hui, qui témoigne à suffisance qu'il n'a pas. Je pense qu'on y reviendra d'ailleurs pour savoir un peu, ça aurait été vous, quelle piste de solution vous auriez pu proposer. Parce que déjà, l'idée est claire et de pouvoir sortir le pays de cette crise. Je pense que la démarche, certes, c'est vrai qu'on y revient par rapport à la logique, l'on peut sentir que l'engagement n'incombe pas directement l'État congolais. Parce que non seulement qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on n'en parle presque pas, le Sénat, et on ne sait pas comprendre aujourd'hui le silence total qu'offrent nos politiques. Sont-ils au courant ou soit partie prenante? Je prendrai bien le plaisir peut-être prochainement d'y faire venir ici des élus pour en savoir un peu plus de ce qu'ils en pensent. Comme il s'agit de parler de la jeunesse congolaise, Nathanaël Lokomba, je me retourne vers toi. La jeunesse congolaise, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que peut-elle encore croire à une paix négociée avec Kigali? Merci beaucoup, M. Jonathan Bilary. Je pense que la paix est une illusion. La paix est une illusion. On n'obtient pas la paix par la négociation. Je l'ai toujours dit tantôt que pour avoir la paix, il faut être craint. C'est-à-dire pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant, il faut travailler cela au niveau de la nation. Aussi longtemps que l'ennemi serait en vie, aussi longtemps que l'ennemi aura de projets, aussi longtemps que l'ennemi aura des ambitions, la paix ne sera jamais effective. Et pour qu'il y ait la paix, il faut procéder à l'élimination physique, psychologique, matérielle, spirituelle de l'adversaire. Et dans tous les cas, la République démocratique du Congo ne se retrouve pas. Monsieur Jonathan Bilary, nous avons signé un accord. Parfois, j'ai mal au cœur quand je vois les gens ascenser la ministre des Affaires étrangères. Excusez-moi, sur votre plateau, parmi les ministres des Affaires étrangères que nous avons eus, elle est la plus médiocre. Okay. La plus médiocre de tous les ministres des Affaires étrangères que nous avons eus, elle est la plus médiocre. Mais simplement... Wagner, oui. Qui est très applaudi. Très applaudi sur le plan émotionnel, déjà parce qu'elle est brune, parce qu'elle s'exprime bien en français, parce qu'elle s'exprime en anglais. Or, les gens... Mais là, quand même, un cursus, elle a un parcours... Ce n'est pas ça l'intellectualisme. L'intellectualisme, c'est cette capacité de porter des réponses exactes aux questions posées dans un temps bien déterminé. Monsieur journaliste, monsieur Jonathan Bilary, si je vous posais la question, avez-vous étudié le journalisme de base? Vous allez me dire, j'ai fait les droits. Absolument. Mais aujourd'hui, vous produisez des résultats plus que ceux-là qui ont commencé le journalisme à l'université. Donc c'est ça l'intellectualisme. Répondre aux questions. Mais est-ce que le français, l'anglais, son cursus universitaire nous a-t-elle donné en réalité ce pourquoi elle a été nommée? Non. Depuis qu'elle est ministre des Affaires étrangères, la RDC ne faisait que subir des humiliations. Il y a les gens qui vont vous brandir la résolution 2773. Moi, je vais vous brandir la résolution 1242 à 98. Cette résolution-là, c'est la résolution qui a confirmé que le Rwanda et l'Ouganda s'est retrouvés sur notre sol à l'époque de Mouzé. Vous connaissez le ministre des Affaires étrangères qui a porté cette résolution? On n'en connaît pas. Mais aujourd'hui, on vient nous faire comprendre que la résolution est un exploit pour lui. D'abord, cet accord. La première des choses, nous avons la démarche de confier nos minéraux aux Américains. À contrepartie, la sécurité. C'était ça les deals. Rien d'autre. C'est ça la convention. C'est ça d'ailleurs que le président Félix nous a vendu. Mais deuxièmement, on se rend compte qu'on signe un accord avec le Rwanda pour la paix. Et pourtant, quand vous lisez l'accord, au premier paragraphe, parce que j'en ai, excusez-moi. Allez-y, allez-y. L'intégrité territoriale, interdiction des hostilités. 1. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. De la République démocratique du Congo. Écoutez, on dit le désengagement des forces levées
des mesures défensives du Rwanda, des engagements de force levés. Or, c'est quoi le désengagement de force? C'est cette mesure qu'avait mis le Rwanda pour traquer les FDLR. Ok. Donc, on demande au Rwanda de ne plus attaquer. Mais quand on parle maintenant du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, on dit la neutralisation des FDLR. Très bien. Donc, ici, nous ne signons pas cet accord en état victime. Nous signons cet accord en état agresseur. C'est là où les Congolais devaient comprendre. Parce que ici, le Rwanda agit en légitime défense parce que nous avons soutenu les adversaires du Rwanda selon cet accord. D'où le Rwanda ne nous a jamais attaqué, mais le Rwanda a mis les mesures défensives contre la menace qui réside en RDC. Mais heureusement que vous avez l'accord avec vous. Je profite directement pour enchaîner cette question. Donc je pense que j'y reviendrai aussi chez Joseph Edeba. Cet accord évoque-t-il clairement le retrait du M23 et la fin du soutien rwandais aux groupes armés, ou l'on reste carrément dans le flou diplomatique? Cet accord ne concerne ni les M23 ni les AFC. Cet accord s'y règle entre le Rwanda, le FDLR et la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, en suivant la déclaration du ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs affirme que les FDLR se trouveraient dans notre armée. Et ce qui m'a énervé, c'est que notre ministre l'a laissé parler ainsi des Affaires étrangères sans contredire. Maintenant que nous avons signé cet accord, quelle garantie avons-nous que Kigali respectera ses engagements cette fois-ci? Il ne les respectera pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va déterminer quand est-ce que la menace est éliminée. Alors, aussi longtemps que la menace, c'est juste des prétextes qu'il utilise pour faire du mal à l'Est, pensez-vous qu'il va vous dire fini la menace? Écoutez, vous connaissez l'opération Amani, Amani Wetu, l'opération Pomme Vert, l'opération Umoja. C'est à l'époque de Joseph Kabila. C'était justement pour traquer les FDLR. Est-ce que toutes ces trois opérations, il y a eu même la police rwandaise à Goma à l'époque pour traquer les FDLR. Mais le Rwanda jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été satisfait du résultat. Ce qui revient à dire que cet accord, c'est juste pour mettre de la calmie afin de sécuriser le pouvoir du président Félix. Ce qui préoccupe le président Félix, c'est la stabilité du pouvoir et non la stabilité de l'État. Au moment, parce que Bounaga a été occupé, ça fait plus de 3 ans. On n'a jamais vu cette accélération diplomatique. Il y a eu Kishiche, il y a eu Kiwanja, il y a eu Omangabo, il y a eu beaucoup de localités. Mais le jour où Goma a été touché, parce que Goma, il y avait l'arsenal militaire là-bas, on s'est dit le pouvoir est menacé. Mais quand l'intégrité territoriale était menacée, il n'y avait aucun problème. Mais quand le pouvoir maintenant est menacé, il faut agir. Et nous avons bradé tout ce que nous avons comme minerai aujourd'hui. Nous disons, nous voulons réfléchir. Dan Gettler lui-même détient, je crois, plus de 50% des actifs miniers dans notre pays. Mais vous voyez la théâtralisation, je viens de voir une levée de mesures de suspension de ces biens aux États-Unis parce qu'il faut confier les minéraux. Mais nous n'avons plus de mines. La RDC n'a plus de mines. Quel est le mine que nous allons confier aux Américains? Parce que les contrats sino-congolais est clair. Alors nous allons ravir à ceux qui détiennent leurs mines, parce que même les privés ont des mines. Est-ce que nous allons dire à ces gens-là de nous donner leurs mines pour donner aux Américains? Non. Il n'y a aucun plan d'exécution de cet accord qui serait mis en application. C'est-à-dire les pouvoirs en place se sont rendus compte que la population n'élise pas, la population est portée dans les émotions. Une fois, quand on va écouter Donald Trump, on fera référence à Chic Norris ou Rambo dans Delta Force 2, et alors les gens vont dire non, vous savez, il y a une solution qui est en train d'arriver. Un peu comme l'avait dit le cardinal Fridolin Ambongo, disant que tout le monde a peur de Trump ici, il suffit seulement qu'il parle, même quand il raconte sa vie, on s'incline. Je vais aller dans cette même logique, mais posant la question autrement à Joseph Edeba pour faire ce complément de notre débat aujourd'hui dans le grand débat. La RDC ne risque-t-elle pas de faire de concessions dangereuses en échange d'une paix temporaire? Non, mais vous l'avez déjà dit, nous ne risquons pas, mais nous sommes en train de concéder nos territoires déjà en signant cet accord. Jonathan Bilary, il faut rappeler que dans le monde aujourd'hui, ça fait plus de 3 décennies que les États-Unis n'apportent pas la paix dans le monde entier. Partout où il va, c'est les désordres, c'est les gâchis. Nous devons rappeler ce qui s'est passé en Afghanistan 20 ans après. Les Afghans aujourd'hui sont fiers d'être chez eux après avoir été largués, détruits par les États-Unis. Les États-Unis soutiennent aujourd'hui l'Ukraine. Qu'est-ce que ça donne comme résultat face à la Russie? N'est-ce pas que c'est une dégénération continuelle?
et qui finalement doit aboutir par des négociations. Nous avons mis à ce pouvoir qu'il vaut mieux assainir les climats politiques internes, être en harmonie avec les acteurs politiques pour voir comment est-ce que nous pouvons nous dresser en un seul homme très bien. contre la réalité d'agression. Ça dépasse quand même nos attendements. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de larges consultations de forces politiques nationales avant la signature d'un accord aussi crucial? Mais c'est parce que l'arrogance aujourd'hui est institutionnalisée. C'est parce que l'orgueil aujourd'hui a bondé les cœurs de ceux qui nous dirigent. La preuve, c'est que quand nous alertions la chute des territoires contrôlés aujourd'hui sous FCM 23, notamment, je pense, ça doit être avant Goma, c'était une cité comme ça. Mais le président de la République a pris son vol pour aller assister à une conférence à Davos, en Suisse, une conférence économique, lui qui n'est pas économiste, une conférence dont on parle anglais, lui qui ne parle pas bien anglais. Il est allé quand même participer à cette conférence pour dénoncer. Il y a des traducteurs. Non, mais attendez, Jonathan Bilary. Est-ce que dans ce pays, on n'a pas des spécialistes dans le domaine économique pour représenter valablement le pays? Il faut avoir le président lui-même. Mais peut-être et la preuve, c'est pour dénoncer l'agression rwandaise, encore une fois, dans une tribune simplement économique. Vous voyez? Le problème, c'est que nous alertions depuis toujours. Parce que cette agression aussi constitue un frein pour notre économie. Non, mais écoutez, Jonathan Bilary. L'économie est touchée, il faudrait le dire aussi. Jonathan Bilary, il n'y a pas d'économie sans sécurité. Il n'y a pas d'investissement sans sécurité. Et la sécurité n'est pas une responsabilité de la SADC. Okay. La sécurité des Congolais n'est pas une responsabilité de l'EAC. La responsabilité de la sécurité des Congolais et de leurs biens, c'est une responsabilité du rôle premier de l'État congolais, qui aujourd'hui a n'est-ce pas, le poids de protéger et de répondre aux désiderata des Congolais en termes de sécurité. Mais si ça n'arrive pas, il faut dire que nous avons échoué et nous ne pouvons pas penser que la SADC viendra dans ce pays pour combattre contre les M23. La preuve, c'est que vous avez vu ce qui s'est déroulé à l'est du pays. Quand la SADC a finalement plié ses bagages après conseil de Joseph Kabila, c'était le désarroi de l'autre côté. C'est justement pour vous dire que tout ce qui concerne notre souveraineté, aucun État ne viendra nous trouver cette solution. Mais nous sommes en phase de signer des accords qui nous donnent une paix précaire. Mais quand les États-Unis vont se retirer, qu'est-ce qui va se passer après? La suite, c'est quoi? Le Rwanda, aujourd'hui, nous menace, il dit qu'il est prêt. Dans le cas où la République démocratique du Congo n'appliquerait pas cet accord, pour marcher de Kigali jusqu'à 2000 km, quand ils font allusion à 2000 km, ils font allusion à Kinshasa, pour imposer le respect du Rwanda. Et cette histoire, c'est une façon de nous humilier davantage. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda s'est réjoui. Non pas parce qu'ils ont signé un accord, mais parce que le Rwanda, aujourd'hui, au travers de cet accord, profiterait d'exploiter cette fois-là officiellement nos minerais. En plus de cela, il faut rappeler que Kagame est bon chez lui. Kagame est applaudi. Kagame est un bon parent pour le Rwandais. Pourquoi? Parce que Kagame protège les Rwandais jusqu'en dehors de leurs frontières. Vous pouvez imaginer ça. Donc les Rwandais sont au Congo avec le subterfuge de poursuivre les FDLR, qui d'ailleurs n'existe que dans le cerveau des Rwandais et de certains dirigeants congolais. Et ça, c'est une manière de protéger les Rwandais en dehors de leurs frontières. C'est que nous ne faisons pas chez nous. Ce qui est grave, c'est que ce genre de communication, ce genre d'activité est bonifié, est gratifié par le gouvernement de Kinshasa qui signe, au-delà de tout, un accord de CONOPS pour conjointement lutter ou chercher à identifier, à localiser, à traquer les FDLR qui n'existent pas, qui n'y reste qu'un slogan utilisé par le pouvoir de Kigali pour se maintenir à l'est du pays et exploiter nos minéraux. Les dangers que nous courons aujourd'hui, c'est que nous puissions illusoirement penser qu'on va retrouver une paix derrière les États-Unis qui n'a jamais agi en faveur de la paix. Les États-Unis agissent en faveur des avantages des Américains. Vous avez la preuve aujourd'hui, l'Ukraine doit céder une partie de ses terres rares. C'est la politique de Trump. Donc, sans les terres rares, les États-Unis ne vont plus appuyer l'Ukraine qui est en train d'être bombardée, alors que c'est les États-Unis et l'OTAN qui ont poussé l'Ukraine à se rebeller contre la Russie et à préparer le terrain de l'Ukraine pour être, n'est-ce pas, une maison pour eux de l'OTAN. Et donc, en effet, notre réalité, c'est que les dirigeants congolais, Félix-Antoine Tshisekedi en premier, a complètement ignoré les fondamentales. Je vous ai dit ici que la solution à cette situation de crise à l'est du pays commencera au moment où nous allons mettre de côté notre orgueil
pour nous réunir dans un cadre de concertation à l'amiable, discuter des causes profondes qui font à ce qu'aujourd'hui nous atteignions, n'est-ce pas, les bas niveaux, aujourd'hui nous atteignons l'abysse de la gouvernance, discuter autour du leadership aujourd'hui, comme mon frère vient de parler ici, des animateurs de nos institutions, parce que vous savez, Jonathan Bilari, un État fort, c'est cet État-là qui a les institutions fortes. Et pour avoir les institutions fortes, il faut avoir un Jonathan Bilari qui est compétent, qui est souple, mais qui sait aussi faire de la diplomatie afin de bien diriger ces institutions-là. Mais la preuve chez nous, c'est que nous avons des mouyaya qui pensent, n'est-ce pas, tourner une émission pendant qu'il est au gouvernement. Nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se permet quand même d'aller signer un traité de paix. Sans savoir les tenants et les aboutissants, vous allez vous souvenir qu'on a posé la question. Mais comment ne pas savoir les tenants et les aboutissants? Attendez, la question a été posée. Soin de lire quand même cette La question a été posée. La question a été posée devant M. Trump. Quand est-ce que la paix va véritablement retourner à l'est du pays, en République démocratique du Congo? Le représentant du Rwanda, le ministre des Affaires étrangères rwandais, prend la parole et dit: le rétablissement de la paix à l'est du pays est équivoque au retrait, je veux dire, et l'extermination des FDLR devant le président Trump. Ils ont dit que le Rwanda ne va pas lever la mesure, c'est-à-dire que la mesure d'agression, la présence des Rwandais au Congo, tant que les FDLR ne sont pas neutralisés. Mais par contre, on vient poser la question à notre ministre des Affaires étrangères ici, quand est-ce qu'il y aura rétablissement de la paix à l'est du pays? Il dit: je ne sais pas, c'est un processus, je ne sais pas vous préciser, on y travaille. Mais ça, c'est la preuve qu'elle n'a pas maîtrisé, c'est à quoi elle est allée signer. L'agresseur peut avoir des mots pour y placer, mais elle, c'est elle qui est agressée. Comment veux-tu qu'elle y sache tout de suite? Parce que c'est vrai, j'entendrai avec cette question de suite après pour le compte de nos deuxième partie. Moi, je vous laisse quand même. Mais Jonathan Bilari, quand nous avons signé cet accord, ça fait aujourd'hui presque 2 semaines passées, mais il était supposé qu'à la signature de l'accord, la paix puisse être rétablie à l'est du pays. Où en sommes-nous? Parce qu'on nous parle, non, il y aura une commission qui va être installée. Mais la commission, c'est une commission des pays non signataires et ils n'ont pas l'obligation d'agir militairement. Ce qui dit que nous avons signé un accord zébandé. Un accord que nous sommes incapables, au travers de nos dirigeants, à expliquer aux Congolais qu'est-ce que cet accord renfermerait dans son ventre. Et donc ça, c'est une hérésie incommensurable. C'est une bêtise qui coûte à notre peuple les fortunes qui coûtent nos richesses. Nous allons y revenir pour le compte de notre deuxième partie. Je change ici avec Nathanaël Onokomba, porte-parole du parti Piste pour l'émergence, parti cher à Setkikouni, mais aussi Joseph Edeba, cadre du parti LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. Eh bien, nous y revenons pour le compte de notre deuxième partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle sur cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, le rôle des États-Unis, puissance neutre ou puissance intéressée. Quel avenir pour la République démocratique du Congo après cet accord? Et plus loin d'ailleurs, la place de partis politiques congolais dans le suivi et le contrôle de cet accord. On y reviendra juste après cette pause de publicité. A tout de suite.